Hausse de la CSG d'un côté, baisse des pensions de l'autre. Les retraités ont l'impression d'être le tiroir-caisse du gouvernement. Pourtant, ce gouvernement et le chef de l'État également estiment, eux, que les seniors ont les moyens de faire un effort générationnel. Alors, le ras-le-bol des retraités est-il justifié? Nous allons en parler dans ce Dimanche en politique. Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous sur ce plateau. Nous allons parler donc des retraites et soyons clairs, nous allons parler d'argent, du montant de ces pensions. Gérard Ifrig, vous êtes ancien cheminot et vous êtes secrétaire départemental CGT ici pour la Haute-Vienne des retraités. En face de vous, Yves Martinez, vous êtes ancien directeur international dans un groupe bien connu ici à Limoges, le groupe Legrand. Vous avez également occupé des fonctions intérimaires au sein du MEDEF. Gérard Vermelinger, vous êtes ancien professeur d'EPS et vous représentez ici le pôle retraite de la fonction publique. Et puis Daniel Deschamps, vous êtes ancien exploitant, ancien agriculteur, éleveur et vous représentez les anciens exploitants agricoles. Alors merci à vous d'être avec nous sur ce plateau et pour commencer, je voudrais vous faire réagir sur une petite phrase du président de la République, c'était jeudi dernier, écoutez. Le petit-fils du général tout à l'heure en me faisant visiter la boisserie m'a dit on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire c'est se plaindre. Ah bon? Et je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général. Oui. Je vous savais, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. Non mais on ne se rend pas compte de la chance immense qu'on a. Oui. Alors, est-ce que, messieurs, comme le dit le président de la République, il faudrait arrêter de se plaindre? Est-ce que, je me tourne vers vous, Daniel Deschamps, est-ce que les retraités devraient arrêter de se plaindre? Non, parce que avec des retraites comme on a en agriculture, où pour des exploitantes agricoles, c'est moins de 500 € et où des moyennes, on va dire, de gens qui ont eu des carrières complètes, c'est depuis qu'on a obtenu les 75% du SMIC pour une carrière complète, ça tourne à 850 € à peu près. Donc il y a de quoi se plaindre, c'est ce que vous nous dites? Je pense qu'il y a de quoi se plaindre, surtout que, bon, on est des ruraux aussi. Et puis, vu les augmentations gaz, gasoil, etc., on a perdu 2 mois de retraite pratiquement. Alors, Daniel Deschamps, vous balayez tout ce qu'on va évoquer ici pendant cette conversation. Yves Martinez, je me tourne vers vous à présent. La formule du chef de l'État que vous venez d'entendre, c'est une formule malheureuse? Je crois, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et certains retraités sont plus à l'aise que d'autres. Et que, bon, se plaindre, c'est pas non plus interdit. On peut, en tout cas, faire part de ses doutes, de ses difficultés. Et je répète, pour certains, c'est plus facile que d'autres. Et pour certains, c'est même effectivement un devoir de participer à cet effort générationnel. Gérard Ifrig, le chef de l'État, vous venez le voir, il réaffirme finalement le bien fondé de sa politique, la politique de son gouvernement, avec ce relèvement d'1,7 point de la CSG. Vous êtes descendu dans la rue, vous, pour dénoncer cette mesure? Oui, mais plusieurs fois. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle sortie du chef de l'État? Très mal. De toute façon, de manière, il dit le droit de se plaindre. On ne se plaint pas, on revendique un droit. Il est en train de remettre en cause un droit. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Par contre, se plaindre, oui, on a de quoi se plaindre. Parce que c'est nous qui devons payer les cadeaux qu'il a fait aux plus riches. Donc, une nouvelle fois, vous estimez qu'il fait... Dans la rue, bien sûr, le 9 et le 18 octobre. On en reparlera plus tard. Pourquoi cette hausse de la CSG, Gérard Vermelinger, je me tourne vers vous, a-t-elle déclenché une telle réaction, finalement, de la part des retraités? Pourquoi ça a mis le feu aux poudres? Déjà, les gens sont habitués à cette formule. Je suis content de profiter de l'occasion de rappeler que ça a commencé insidieusement avec le 1% de rocard qui crée la CSG. Mais alors là, vous repartez très, très loin en arrière. Non, mais c'est important. Plus de 25 ans. Écoutez, c'est important. D'autant plus qu'il l'a mis en place avec le 49.3. Ça parle dans la tête des gens. 49.3, c'est le vote bloqué du gouvernement, il n'y a plus de discussion. Une mauvaise mesure, on l'a fait passer de la plus mauvaise manière. Et cette nouvelle hausse, donc 1,7 points. Et maintenant, on en est à 8 et quelques. Donc, je crois que le fondamental, on peut discuter des chiffres pour les différentes évolutions, les différentes retraites, mais ce qu'il faut voir fondamentalement, c'est que c'est une étatisation de quelque chose qui appartient aux travailleurs. Les travailleurs cotisent
avec une partie de ce qu'on appelle le superbrut, c'est-à-dire que dans la valeur ajoutée, hein, vous avez le profit et puis vous avez le superbrut. Dans le superbrut, il y a les cotisations patronales et puis les cotisations salariales et le net. Quand donc quand le on gouvernement crée la sécurité sociale... Mais là, vous repartez trop loin en arrière. Je vais vous faire réagir sur cette nouvelle augmentation, bon. 1,7%. Eh bien, c'est une aggravation de l'étatisation, de la gestion de l'argent qui, au départ... était une gestion paritaire. Est un salaire socialisé qui appartient aux travailleurs et qui, au départ, était géré par les travailleurs et leurs organisations. Je vais vous couper parce qu'on commence déjà à parler chiffres. On va rester vraiment dans le concret pour savoir 1,7 point de CSG. Qu'est-ce que ça peut faire justement en termes de pouvoir d'achat? Et je vous donnerai la parole ensuite, Gérard. Chacun a fait ses comptes. Et je vous propose de regarder un sujet d'Emmanuel Donano et d'Henri Simonet. Nous sommes dans le concret. Regardez. Bonjour. Nous sommes dans le petit studio de Denise Averland, une retraitée de 75 ans. Vous voyez, je vous présente mon petit appartement. C'est ici que je vis, dans une seule pièce. Denise est arrivée dans le monde du travail à 14 ans. Entre l'usine et son poste d'aide-soignante en clinique privée, elle a travaillé toute sa vie. Mais aujourd'hui, avec 1 143 € net par mois, le prélèvement de 480 € annuels de CSG a vraiment du mal à passer. Cette CSG, là, ça va nous faire presque une demi-pension à l'année. Quand on voit tout ce que eux, ils ont pour eux, rien que sa piscine, là, 120 000 €, sa femme, 5 000 € pour faire la représentation près de lui, enfin tout leur blablabla, tout ce qu'ils font. On dit, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour qui? Pour nous, les retraités, mais il y en a pour eux. Raymond Van Maldegem, lui aussi, n'est pas vraiment tendre avec le chef de l'État. Raymond a cotisé 33 ans dans le privé, 17 ans dans le public. Il perçoit près de 1 400 € de retraite et ne digère toujours pas d'être impacté par l'augmentation de la CSG et la baisse des APL. Non seulement j'ai eu la CSG, mais en plus l'APL qui, malheureusement, m'a été retirée. Voilà, ça, au quotidien. Par mois, ça me fait la bagatelle de 50 € de moins. Toute ma vie, j'ai œuvré de travailler pour servir pour la société. Et du jour au lendemain, après une cinquantaine d'années de travail, je me vois sanctionné. Que ce soit Denise ou bien Raymond, les deux retraités que nous avons rencontrés ont souligné un manque de reconnaissance et une place à part dans la société. Gérard Afrique, je vous redonne la parole et justement pour réagir à ces témoignages que vous venez d'entendre. Bien sûr, je partage ce qui vient d'être dit. Mais pourquoi les 1,7% de CSG ne passent pas? Il faut revenir au promesse électorale de Macron. Il disait de manière très claire qu'il ne toucherait pas au pouvoir d'achat des retraités. C'est essentiel. Et il a dit, ne comptez pas sur moi pour faire prendre des économies aux retraités. Il fait exactement l'inverse. À cela, on ajoute des choses extrêmement graves qu'on voit pour la première fois. C'est que sans arrêt, quotidiennement, on est en train de maltraiter, de mépriser, d'humilier les retraités. De quelle manière? Eh bien, vous l'entendez tous les jours. Il y a 2 députés qui ne sont pas gênés. Génération dorée, l'autre a été pire, et ça continue tous les jours. Et Macron, de manière perverse et détournée, dit exactement la même chose. Vous pensez que Donc il faut rappeler quand même, les retraités dans la société. Ce sont des gens quand même qui participent aux richesses créées. Ce sont des gens qui consomment. Ça va devenir de plus en plus difficile. Les commerçants ont du souci à se faire. Ce sont des gens qui ont un rôle primordial dans la société, que ce soit économique, social, familial. Vous avez l'impression et c'est des gens quand même qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé toute leur vie, qui ont, fait des économies de manière à arriver à quelque chose. C'est pas qu'aujourd'hui on leur reprenne tout. Ils n'ont pas démérité. On sent qu'il y a une colère. Je voudrais faire réagir d'autres personnes sur ce plateau, sur cette colère. Et vous dites aussi le mot humiliation. C'est un sentiment que vous partagez, Daniel Deschamps? Tout à fait, d'autant plus que ils nous avaient, les nouveaux députés l'an dernier, les marcheurs, à un congrès qu'on avait eu à Bergerac, d'anciens retraités, de l'Association nationale des retraités agricoles de France, ANRAF, dont on fait partie aussi, ils nous avaient promis, les 2 députés présents, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la CSG pour les retraites inférieures à 1 200 €. Ça veut dire que nous, agriculteurs, on était tranquilles, à quelques exceptions près.
tout le monde échappait à la CSG. Et finalement, lorsque ça s'est appliqué, c'était 1 200 € de revenus. Alors, c'est vrai que 1 200 € de revenus, ça change tout. Vous voulez dire qu'on peut être légèrement au-dessus de ces 1 200 € de revenus et du coup être taxé également, alors que vous estimez que ce n'est pas une grosse retraite? C'est votre raisonnement? Oui, parce que moi, si vous voulez, j'ai une retraite en agricole, j'ai 580 €. Sur ces 580 €, on me reprend en CSG maintenant presque 70 €, en sachant que j'ai eu à côté une autre retraite complémentaire. D'accord. Mais justement, vous parlez chiffres, je propose de regarder, on a justement mis ça sur une palette pour qu'on comprenne bien cette hausse de la CSG, ce que ça peut faire. Avec une retraite de 1 200 €, c'est ce que vous disiez, ça fait un manque à gagner annuel de 245 €. Si on a 3 000 € de pension, si on a un couple par exemple, ça fait un manque à gagner de 612 €. Là, on est dans le concret. Est-ce que, messieurs, Gérard Vermelinger, je me tourne vers vous, est-ce que vous avez déjà calculé combien ça allait faire en moins sur votre pension? J'ai plus les chiffres. Moi, je préfère parler des questions de fond et globalisées. Comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous supprimez des cotisations patronales et salariales, puisqu'il y a les exonérations de cotisations patronales qui datent depuis un certain temps, et puis l'année prochaine, il y en aura il y aura des réductions. Une contrepartie de la politique voulue par le gouvernement et par Emmanuel Macron. Je vais jusqu'au bout pour expliquer aussi aux téléspectateurs, c'est-à-dire que ceux qui travaillent, les salariés aujourd'hui, vont récupérer un peu de pouvoir d'achat, justement. On y reviendra tout à l'heure. C'est ce que vous êtes en train de dire, en tout cas, avec cette suppression. Oui, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que même si les salariés, les actifs vont bénéficier d'un basculement, oui. Est-ce que c'est à nous de le payer ? Est-ce que ça va durer après dans le calcul des revalorisations futures ? C'est pas évident. Et deuxièmement, le plus important à dire, c'est que par rapport à la valeur ajoutée, quand on enlève les cotisations, notamment patronales et salariales, vous augmentez ipso facto le profit. Je rappelle que le profit du capital, c'est du travail non payé. Donc, c'est des vases communicants. Vous voulez nous expliquer, mais je pense que vous baissez le salaire brut, vous augmentez le capital. Gérard Vermelinger, je vais plutôt faire réagir ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce n'est pas aux retraités finalement de payer une hausse des salaires pour ceux qui travaillent aujourd'hui. Je voudrais vous faire réagir, Yves Martinez, là-dessus, parce que vous avez un point de vue un peu différent. Vous pensez qu'au contraire, effectivement, certains retraités, dont vous faites partie, peuvent avoir une solidarité générationnelle? Oui, sur le fond de la mesure, je pense qu'elle est relativement logique dans la mesure où je crois que la jeunesse actuellement est en difficulté. Le marché du travail n'est plus celui qu'on a connu, nous, quand on était sur le marché. Et donc, que cet effort soit consenti me paraît d'un bon sens. Après, tout dépend de où on met le curseur concernant les revenus pris en compte. Et là, vous pensez qu'il a été mis au bon endroit ? Je pense qu'il a été mis un peu bas. Et que ça touche des gens qui auraient dû normalement ne pas être impactés par cette mesure. Donc après, c'est des calculs auxquels je n'ai pas accès. Vous n'êtes pas prêté à ce genre de calcul. Ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement... Mais sur la philosophie de la mesure, elle me paraît saine. Et je crois qu'il faut penser non seulement à nos jeunes, mais aussi à la compétitivité de nos entreprises qui peuvent, si toutes ces mesures marchent, amener plus de travail, plus d'embauche. Donc c'est un cercle qui se met en route. Vous accordez encore votre confiance et vous attendez de voir l'avenir. Je pense qu'il faut être... dans une position d'attente, en étant exigeant par rapport aux résultats de ces mesures, mais qu'elles vont dans le bon sens. Daniel Deschamps, je voudrais vous faire réagir. Je voulais essayer de rester dans le concret. Vous nous avez expliqué tout à l'heure la part de votre retraite. Vous allez avoir une diminution avec la CSG. Vous l'avez chiffré concrètement. Ça veut dire quoi pour vous ? Moi, ça, si vous voulez chiffrer, ça me fait à peu près 80 € par mois. Vous multipliez par 12 et puis voilà, c'est ça le manque à gagner, quoi. Autour de 1 000 € par an. À peu près, oui. Vous allez économiser sur quoi ?
Avec un montant comme ça, on ne sait pas trop sur quoi économiser, hein, parce que ça devient grave. Ça devient très grave. Et moi, enfin, je fais partie des gens qui sont au total de leur retraite, dépassent, enfin, je suis à 75% du SMIC, mais en agriculture, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carrière complète, en particulier des femmes d'agriculteurs qui sont aux alentours de 500 €, voire moins. Il y a des couples qui, hommes plus femmes, tournent entre 1100 et 1200 €. Je ne vois pas sur quoi on peut économiser. Surtout qu'on habite à la campagne. Comme je le disais tout à l'heure, vu l'augmentation de certains services et autres, c'est tout qui augmente. Vous avez parlé du carburant, du gaz, par exemple, des augmentations qui sont programmées. Oui, et puis tout ce qui est, ça fait boule de neige, parce que vous savez, dans les agriculteurs et retraités, je dirais même ruraux, qui ont besoin de services comme des aides à domicile, de portage de repas ou autre à un certain âge, si les frais, ça fait obligatoirement augmenter les frais de fonctionnement, donc il faudra qu'ils payent plus. Je ne sais pas comment ils vont faire. Alors on vient de voir les pertes, on vient de discuter de ces pertes. Je voudrais quand même voir l'autre aspect de la réforme, c'est-à-dire parler des gains. Dans cette réforme, il y a la suppression de la taxe d'habitation. Je propose qu'on regarde en chiffres. On reprend les mêmes chiffres que tout à l'heure parce que c'est important, même si elle va arriver en 2020. Regardez d'abord ces chiffres, s'il vous plaît, Gérard Vermelinger. Regardez, avec une retraite à 1 200 €, si on paye 300 € de taxe d'habitation qui va être supprimée, finalement, le solde va être positif. Si on est à 3 000 € et qu'on est dans une maison individuelle, on a cette chance, 800 € de taxe d'habitation, ça va aussi être positif. Donc il ne faut quand même pas oublier cette partie-là. Je vous donne la parole, justement, Gérard Vermelinger. Finalement, il faut un peu de patience et il va y avoir du positif. Non, moi, je voudrais réagir d'abord à ce qui a été dit avant, parce que ça fait partie du débat. Quand on dit que de ponctionner les retraités, ça va offrir des conditions d'embauche, je ne vois pas très bien comment, sauf à considérer que les chômeurs vont être attirés par des salaires où il y aura 30 € ou 40 € pour les bas salaires de plus. Mais 30 € ou 40 €, c'est pas rien, puisque c'est ce dont on parle aussi en baisse pour les retraites. On ne peut pas dire que c'est important d'un côté et peu de l'autre. Sur cette taxe d'habitation, Gérard Vermelinger, on est parti sur les retraités et qui peuvent payer. Mais en fait, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on voit qu'il y a d'autres catégories qui pourraient payer. Alors, à qui on fait tous ceux qui payent l'ISF, etc., etc., et d'autres secteurs comme les entreprises qui font des bénéfices. On l'a encore vu récemment avec Goodyear, dont on parle. Ils font des milliards. Et il y a des réductions d'impôts. Donc pour les plus riches, pour les grosses entreprises, de différentes manières, il y a des réductions. Et puis, pour chercher de l'argent, on dirait les retraités peuvent payer. Il faut voir l'ensemble. Et en fait, il y a une très grosse inégalité scandaleuse. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce n'est pas aux retraités de payer pour les actifs. Et sur les CICE, pardon. Alors, on part encore sur un autre domaine, mais on a compris le principe. Il y a de l'argent à trouver. 40 milliards. Oui, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. 40 milliards qui n'ont pas créé d'embauche. Par rapport aux jeunes en difficulté, je crois que ce qu'il faut dire quand même fortement, c'est qu'en France, il y a de l'argent. Il y a même beaucoup d'argent. On est la 5e puissance mondiale. Donc, on a de quoi donner des salaires décents, on a de quoi indemniser le chômage, mais surtout essayer de créer des emplois, et on a de quoi maintenir les droits des retraités et leur pouvoir d'achat. Pourquoi on n'y arrive pas? Alors on le sait, il y a la fraude fiscale, il y a l'évasion fiscale. C'est une première donnée. Mais la deuxième, c'est que depuis des décennies, la répartition des richesses créées, malheureusement, elle pénalise le monde du travail, et par contre, elle profite, mais alors sans fin, je l'appelle récemment la dictature, on va dire, de l'actionnariat, et je dis bien la dictature de l'actionnariat. Tout à fait. Et là, il y en a marre. Donc, il faut rééquilibrer. Donc, c'est le rôle des politiques de rééquilibrer. Ils n'ont pas cette volonté-là, donc c'est pour ça qu'il faut aller dans la rue. Je reviens sur cette exonération de la taxe d'habitation. On l'a vu. Ça, c'est une bonne chose, non? Du coup, c'est du pouvoir d'achat qui est rendu aux retraités aussi. Pas par tous. Pas tous. Et si vous voulez, c'est compliqué. C'est estimé à 8 sur 10. Par exemple, ici, M. Martinez ne devrait pas être exonéré. On en a parlé avant de démarrer cette émission, mais 8 sur 10 vont être exonérés. On l'a vu sur le tableau. Ça va compenser. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas immédiat. Donc c'est décalé. Mais c'est une bonne chose ou pas? Il faut voir l'expérience, je ne peux pas le garantir. À dire là-dessus. Attendez.
Monsieur Martinez, je voudrais vous faire réagir justement sur cette exonération de taxe d'habitation. A priori, vous allez continuer à la payer, mais 8 retraités sur 10 vont être exonérés. Non, mais je pense que c'est logique dans la mesure où on est dans cette approche où ceux qui ont les meilleurs revenus ont une contribution plus forte que ceux qui ont les plus bas revenus. Et bon, encore une fois, le curseur est à positionner au bon endroit, mais par rapport au système des retraites et à la position forte de certaines personnes, il faut aussi se mettre dans l'idée que le système qui a été mis en place il y a déjà plusieurs générations n'est peut-être pas très adapté au monde dans lequel on vit et que si on ne réajuste pas ou si on ne fait pas les ajustements nécessaires, eh bien on s'en écartera de plus en plus et on sera de moins en moins compétitif. Regardez la fiscalité des entreprises, l'écart qu'il y a avec le reste de nos compétiteurs. Hein. On est en guerre économique en permanence quand on est une entreprise. Et si on ne rétablit pas les chiffres, eh bien, on sera de moins en moins compétitif, on perdra de plus en plus de marchés et on se mettra en difficulté de plus en plus grande. Donc, vous voulez dire par là que même le système de retraite n'est pas figé, qu'il faut sans cesse le faire évoluer? Il y a ça, il y a après la fiscalité des entreprises. Donc vous avez parlé du CIC, vous avez parlé de l'impôt sur la fortune, vous avez parlé de plusieurs mesures dont on ne voit pas les effets immédiatement, mais qui devraient contribuer à une amélioration de la situation de la France. Et je pense que si ça semble être des cadeaux, oui, comme ça, intrinsèquement, ça peut paraître être un cadeau. Mais là, il y a un objectif derrière ça, et s'il est atteint, je pense qu'on aura progressé. Et tout le monde doit y contribuer à sa mesure. Est-ce que vous pensez, Daniel Deschamps, aujourd'hui, que le gouvernement ne fait pas assez pour les toutes petites retraites? Merci Yves Martinez pour votre... Oui, tout à fait, il ne fait pas assez parce que, comme disait mon voisin, le curseur, à mon avis, est beaucoup trop bas. Et je voudrais quand même réagir sur la taxe d'habitation parce que la taxe d'habitation, on a pour le même appartement ou la même maison, suivant les communes où on habite, ça peut varier du simple au triple, si pas plus, hein. Et moi, je suis dans une commune où on en paye beaucoup. Hein, les 300 €, là, c'est... pour moi, j'en paye 3 fois plus. Hein. Et donc, vous allez gagner 3 fois plus aussi, du coup? Donc, je ne sais pas si je vais gagner 3 fois plus, mais j'ai quand même une inquiétude pour les petites communes rurales. Qu'est-ce qui va les compenser? Parce que déjà qu'elles sont en difficulté financière et elles participent, comme je disais tout à l'heure, au maintien à domicile des personnes âgées et autres avec le département. Et si on leur supprime cet argent-là, comment vont-elles faire? Moi, je suis bien content de gagner, depuis la payer, j'en suis très content, mais je me dis, dans ma commune, comment ils vont faire? Voilà. Je reste avec vous pour parler des retraites des exploitants agricoles, des anciens exploitants comme vous. On en a parlé au tout début de cette émission. C'est 871 €. Aujourd'hui, c'est 75% du SMIC. Ça devait être revalorisé, passé à 85%, et ça a été bloqué au Sénat par le gouvernement. Mesure reportée à 2020. Vous avez pris cette décision de quelle manière, vous, les agriculteurs? On l'a très mal pris parce que, en plus, là, ça a été pris un peu. Au Sénat, c'est pas le 49.3, c'est le 47. C'est le 44.3, il me semble. Le 44.3. Pas des bêtises. C'est le même principe, mais un article. C'est le même principe. Ça veut dire que le Sénat était prêt à le voter. Puisqu'il y avait un financement qui était plus ou moins prévu, on pouvait être d'accord ou pas. Bon. Et le gouvernement a bloqué. Et le gouvernement a bloqué pour le reporter à 2020. En attendant, on subit toutes les augmentations dont on a parlé. Et alors qu'il n'avait aucune raison, parce qu'on nous a dit que de passer à 85%, ça allait poser des problèmes de financement et autres. Quand ils veulent trouver de l'argent, ils en trouvent. Hein. Les petites retraites en France, je propose qu'on regarde encore un chiffre, c'est 553 000 retraites. C'est 833 € pour une personne. Ce ne sont pas seule. les petites retraites. Hein. C'est l'ASPA. C'est l'ASPA. Oui. Alors il faut arrêter médiatiquement aussi de toujours bazarder les petites retraites. Les petites retraites, c'est moins que ça. Voilà. Les petites retraites, ça peut être 500 €, puisque après l'État compense à hauteur de 833 €. Quand on a une très maigre retraite, on obtient
au maximum 833 € aujourd'hui. Ça a été revalorisé cette année de 30 €, ça le sera les 2 années suivantes de 35 €. C'est un chiffre quand même qui est conséquent. Malgré tout, là aussi, ce sont les chiffres du comité d'orientation des retraites. Le nombre de retraités pauvres baisse d'année en année en France. Il y a quand même une évolution positive de ce point de vue-là. Je ne pense pas que du point de vue de l'évolution des retraites, il y a quelque chose de positif. Non, j'ai des chiffres. Parce que si vous voulez, par quel miracle on arriverait à dire que ça s'améliore alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on est taxé de partout. Non, ça ne s'améliore pas. Par contre, encore une fois, il faut clarifier petite retraite. L'ASPA, ce n'est pas une petite retraite. Il y a des gens qui, dedans, ont très peu cotisé. C'est ce que je viens d'expliquer. Ils sont peu nombreux, oui. Voilà. Par contre, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé. Lorsque, médiatiquement, on entend parler de petites retraites, les gens qui ont des petites retraites pensent que ceux qui ont travaillé toute la vie, qui sont au minimum contributifs, eux ont une petite retraite. Et celle-ci, elle est vraiment basse. Dans le meilleur des cas, 600 et quelques euros. 696, je crois, peut-être majorée. Absolument. Et celles-ci, elles ne sont pas revalorisées. Et c'est grave. Sans compter que c'est récupérable par l'État, ce qui l'ASPA, oui. L'ASPA, alors après on rentre dans après 39 000 €. Dans un autre questionnement, mais effectivement c'est récupérable. Et il y a de nouveau des manifestations qui sont prévues ce mois-ci. Il y en a une mardi prochain, il y en aura une seconde encore au courant du mois d'octobre. Vous allez y participer. Cette fois-ci, c'est pour le pouvoir d'achat des retraités. C'est important qu'on en parle dans cette émission. Le gouvernement propose de revaloriser 0,3% les retraites, et ce pendant 3 ans. L'inflation, pour situer où est-ce qu'on va, c'est aux alentours d'1,5 à 1,6%, donc nettement en dessous. Sur un an, ça fait 2,3. Donc, vous donnez 0,3, il reste 2 de perte, et vous avez les 1,7 de la CSG, donc vous faites le total. Et ça accélère très très vite. Donc en 3 ans, là, puisque c'est prévu pour durer, c'est 0,3%, ça va faire énorme. Chacun fera ses calculs, je ne vais pas donner des chiffres. Chacun peut. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit que les retraites ont dégringolé, depuis 30 ans, il y a eu différentes mesures. La retraite, c'est quelque chose qui est en rapport avec le salaire, avec le travail. Et il était logique, au départ, que la revalorisation des pensions se fasse en fonction de l'évolution des salaires. Mais ça fait bien longtemps... ça a été supprimé, ça. Et ça fait bien longtemps que ça a été supprimé. Il nous reste que quelques secondes. Je voudrais vous faire réagir sur ce 0,3% rapidement. 0,3% de revalorisation. 0,3% de revalorisation pour la retraite d'une agricultrice, ça lui permet de s'acheter 1 litre de gasoil de plus par mois. Je l'ai compté. Voilà. Écoutez, merci messieurs, le temps passe extrêmement vite. Je vous remercie, on n'a évidemment pas pu évoquer tous les sujets. Merci d'avoir été avec nous. À suivre, c'est la page d'information régionale de France 3 Limousin qui sera présentée par Anaïk Demars. Et c'est elle également qui présentera dimanche en politique. La semaine prochaine, il sera question du retour du loup dans les campagnes limousines. Ouais.